Voici la deuxième partie de la séquence dédiée à la liberté. Nous affrontons la question « L'obéissance à la loi est-elle un obstacle à la liberté ?» à travers 3 séquences qui nous permettent de revisiter l'histoire de la philosophie, des auteurs, avec quelques concepts intéressants. La loi est-elle un obstacle à la liberté ? Voilà le sujet que vous devez affronter maintenant dans cette partie du MOOC. Vous verrez en 3 temps comment il est possible de se confronter à la difficulté et peut-être de la dépasser avec des références et quelques auteurs assurément intéressants. Alors dans cette première partie, on doit essayer de prendre position pour montrer en quoi la loi est une limite à notre liberté, puisqu'être libre, c'est agir seulement par soi-même, ceci au travers de trois grands axes. Tout d'abord, la liberté en tant qu'elle est un fait de notre conscience. Ensuite, on verra 2 façons de considérer cette loi comme obstacle, notamment l'opposition de l'état de nature et le rejet de la loi politique. Et enfin, dernier axe dans cette première partie, l'idéal de la volonté comme autonomie. Alors première séquence de ce premier temps, on répond de façon assez claire au sujet, la loi nous limite, la liberté est un fait de ma conscience. La liberté totale est ce moment où je décide entièrement de mes propres orientations, de chacun de mes choix, qui est un fait de ma conscience. Mais cet état est aussi celui du débordement des désirs. Être libre revient souvent à faire seulement ce que je veux. On peut s'interroger néanmoins ici sur la valeur de ce moi qui n'accorde aucune place à autrui. En fait, l'affirmation de la liberté permet aussi de rejeter la mauvaise loi, c'est-à-dire l'obéissance aveugle à une loi qui pourrait être injuste. Deuxième séquence, il y a 2 façons de considérer la loi comme un obstacle. Tout d'abord, la loi est un obstacle parce que j'affirme la toute-puissance de ma volonté en dehors d'une organisation sociétale. Nous sommes ici dans une forme d'état de nature où le terme de liberté lui-même pose problème, car la conscience individuelle, dans ce cadre, présenté par Hobbes notamment, ou Rousseau, est absente. Deuxièmement, la loi est un obstacle parce que la liberté peut se trouver dans le rejet de la loi. On peut refuser une loi injuste ou voir une limitation des libertés publiques dans certaines lois. Il y a donc ici une torsion du sens de la loi qui devient en fait l'arme d'une puissance individuelle ou d'un système qu'on est tenté de récuser. Dernière séquence dans cette première partie, l'idéal de la volonté comme autonomie. C'est l'extériorité de la loi qui est un frein à la liberté, on a envie de le dire, puisque son intériorisation permet au contraire d'être son propre maître. Donc dans chacun des 2 cas, il y a une erreur de raisonnement. Premièrement, la liberté n'est pas présente dans l'état de nature, elle n'est d'ailleurs pas plus présente que ne le serait le bien et le mal, puisque nous sommes ici en deçà d'une décision libre. L'homme dans cet état est du côté de l'animal, il agit spontanément, il n'y a aucune réflexion qui le pousse ou qui le guide. Deuxièmement, c'est la nature même de la loi qui est tordue, finalement, puisqu'elle devient un instrument de puissance dans ce cas, et non plus d'égalité et d'universalité, comme cela devrait pourtant être le cas. Alors dans cette deuxième partie, on prend le contre-pied du premier temps, on va montrer au contraire que la loi est l'effectuation d'une liberté réelle, cela à travers 3 temps d'exposition. Tout d'abord, la différence entre loi scientifique et loi politique, qui recoupe la différence grecque entre thesmos et nomos. Ensuite, un deuxième temps avec l'imperfection des lois humaines, qui vaut pourtant mieux que le chaos qu'on trouve dans l'état de nature. Enfin, et pour terminer, la dialectique du maître et de l'esclave chez Hegel, qui permet de revisiter ce sens de la loi. Alors, première séquence, donc différence entre loi scientifique, loi politique, différence entre thesmos et nomos en grec. La loi prend la forme de l'universel, elle s'applique à tous, elle s'applique à tout. Mais alors que dans le champ des sciences dites dures, la loi ne pose apparemment pas de problème, la chute des corps est un phénomène que chacun peut expérimenter et valider par sa propre expérience, il en va autrement, on le sait, dans le domaine politique, où la loi ne peut pas toujours être le fruit d'un accord, lequel serait alors provisoire et incertain. C'est aussi d'ailleurs la différence en grec entre thesmos et nomos pour ce qui concerne la loi des dieux et celle des hommes. En plaçant du côté des dieux les lois, c'est l'univers entier qui est borné par les lois. Il ne peut plus s'agir de vouloir y échapper. Ce qu'il faut, c'est les accepter, ces lois, thesmos, dit le grec, ou les comprendre, nomos, ce qui évidemment est une autre acception. Dans un deuxième temps, on peut établir que l'imperfection des lois humaines vaut toujours mieux que le chaos de l'état de nature. C'est la thèse de Hobbes, notamment dans le Léviathan ou dans le De Quive, traité du citoyen. Hobbes qui pose que le pacte d'association, qui sera appelé pacte de soumission par Rousseau, est le seul moyen pour quitter l'insécurité radicale et rentrer dans un cadre qui assure d'abord à chacun sa propre survie dans la société. Pour cela, la loi peut être injuste ou tyrannique, puisqu'elle se cristallise en une seule main, mais cette main doit veiller à notre sécurité de tous, et cela vaut mieux que l'enfer de la nature. Un mécanisme de désobéissance est néanmoins possible, puisque le tyran peut œuvrer contre nous, mais l'utilité se fera jour tôt ou tard, dit Hobbes, ou Rousseau d'ailleurs, puisque la loi apparaîtra comme ce qui structure le gouvernement.
Enfin, un dernier temps est exposé par Hegel dans la dialectique du maître et de l'esclave, dans la phénoménologie de l'esprit. Il s'agit là d'un moment de retournement exemplaire où le droit se trouve paradoxalement du côté de l'esclave qui sait reconquérir sa liberté en travaillant après l'avoir perdue pour n'avoir pas osé risquer sa vie lors de sa première rencontre avec celui qui va devenir son maître, lequel, par la force des choses, devient ensuite une bête puisqu'il ne travaille plus. Et il faut donc ne pas confondre, rappelle Hegel, l'indépendance et l'autonomie. Alors dans ce troisième temps, on va procéder évidemment au dépassement de ce qui précède. On a d'abord établi en quoi la loi pouvait apparaître comme une limite de notre liberté. Ensuite, néanmoins, en quoi la loi, dans certaines conjonctures, pouvait valoir comme effectuation de cette liberté. On doit ici prendre une position beaucoup plus radicale pour aller au-delà de l'opposition entre ces deux termes et montrer que la loi, en définitive, vaut comme le moyen indispensable par lequel la liberté s'exprime, ce qu'on va établir ici à travers trois temps. Alors première séquence ici, la loi comme en fait la chance de la liberté. La liberté ne peut pas se comprendre en dehors de la loi, sinon nous sommes du côté, pour citer Nietzsche, de la bête blonde qui soudain tue, pille et viole. Il faut donc comprendre la loi comme la chance de la liberté car elle lui donne un cadre, elle lui donne un champ qui n'est plus celui de la personne individuelle mais du groupe, voire idéalement de l'universel. On peut dire ici que la liberté ne se mesure pas à ma seule activité, à ma seule conscience, mais au contraire, elle se mesure dans un regard vers autrui qui me renseigne sur ma propre liberté. C'est seulement si autrui est libre que je peux l'être. Autrui est la condition de ma liberté et son occasion. Une deuxième séquence réfléchira au cas de la liberté d'Antigone, présentée notamment par Hegel au tome 2 de la phénoménologie de l'esprit. Antigone, paradoxalement, est libre, dit Hegel, car la loi des dieux qu'elle veut suivre se fond avec sa propre volonté. Il ne s'agit donc pas ici de défaire l'individu, mais de penser une liberté collective comme condition de possibilité de la liberté individuelle. C'est là le drame des personnes emportées par l'histoire. Lorsque la situation collective est trop forte, l'individu ne peut plus que tisser sa liberté dans un cadre historique qui le dépasse. Cette liberté, néanmoins, est effective, souligne Hegel. Cette sécurité apportée par la loi est alors le premier moment du développement de soi. La loi n'est plus un obstacle, elle est au contraire le moyen de ma liberté, laquelle liberté se comprend seulement, dit Hegel, par une intériorisation de la loi qui est en moi la présence de la reconnaissance d'autrui. Dernière séquence ici, donc la loi comme moyen de notre liberté pour réaffirmer ce qui a déjà été mis en avant dans le grand 2, mais avec une référence plus précise. Le propre de la loi est bien de promouvoir l'homme partout où il se trouve. Il y a une humanité de la liberté qui est aussi une promesse de bonheur. Il s'agit bien de reconnaître en chacun, comme le demande Kant dans sa critique de la raison pratique, l'humanité tout entière, et non pas de penser que l'humanité peut exclure d'elle-même la plus grande partie du genre humain. La liberté, alors, devient le nom donné à cette volonté de rétablir sans cesse la loi des justes, les justes, c'est-à-dire ceux qui pensent que seule la loi peut nous prémunir contre les maîtres, en ayant toujours cette vigilance face à ce qui s'énonce comme libérateur. Alors mon conseil pour ce sujet, il faut partir du sens commun, puis montrer le problème que pose la réponse immédiate à cette question. La mise en place du plan par principe est rigoureuse, il faut préciser l'angle d'attaque de la question et montrer la cohérence d'un propos qui est chaîné, cela vaut d'ailleurs pour toutes les dissertations. On aurait pu d'ailleurs ici choisir un autre angle d'attaque, traiter par exemple l'opposition entre liberté absolue et liberté déterminée, laquelle liberté déterminée suppose la reconnaissance implicite de la loi comme ce qui permet d'atteindre une fin par un principe d'action mécanique qui veut qu'une cause engage un effet. On a choisi ici un angle un peu plus philosophie politique.